Durant de nombreuses années, la Chine est déchirée par la guerre civile. D'un côté, les communistes de Mao Tse-tung. De l'autre, le Kuomintang de Chiang Kai-shek. Puis en janvier 1949, les troupes de Mao arrivent aux portes de Pékin. La victoire tant attendue est à portée de main, car les troupes de Chiang Kai-shek sont déjà en train de reculer. Au bout de quelques jours de siège, les dernières unités du Kuomintang battent en retraite. Les troupes de Mao entrent alors dans la capitale. Et en l'absence de toute résistance, aucun coup de feu n'est tiré. Beaucoup d'habitants accueillent les communistes comme des libérateurs. Les Chinois, qui représentent le quart de la totalité de la population humaine, se sont relevés. L'union de la Chine semble désormais possible. Et c'est aussi à ce moment-là que beaucoup de Chinois prennent conscience de la prouesse de Mao. Malgré toutes les résistances et dans un contexte extrêmement brutal, il a réussi à s'imposer en vainqueur. Dans les mois qui suivent, les communistes de Mao Tse-tung consolident leur pouvoir dans tout le pays. Puis le 1er octobre 1949, le rêve du chef devient réalité. Il entre sur la place Tiananmen, en plein cœur de Pékin, et devant la porte de la paix céleste, il annonce une nouvelle ère. Aujourd'hui encore, le 1er octobre est la fête nationale en Chine. Cette date marque le début de la Semaine d'Or, 7 jours de congé accordés aux Chinois pour célébrer la création de la République populaire. Tous les 10 ans, un immense défilé militaire est organisé à l'endroit même où Mao Tse-tung a proclamé la République populaire en 1949. Un spectacle auquel participent des centaines de milliers de personnes. Même aujourd'hui, Mao Tse-tung continue de jouer un rôle central dans le pays. Pour beaucoup de gens, Mao est l'homme qui a permis à la Chine de trouver sa place dans le monde. Il s'est battu pendant la guerre civile et il en est sorti vainqueur. Il a chassé les Japonais et unifié le pays en donnant une identité au peuple chinois. En Chine, Mao est perçu comme l'unificateur de l'Empire. Et cette idée que le pays doit être totalement uni joue encore aujourd'hui un rôle extrêmement important. Pourtant, malgré la proclamation de la République populaire en 1949, Mao n'a pas encore tout à fait réalisé son rêve d'une Chine forte et unie. La faute à Chiang Kai-shek et à son Kuomintang. Face à l'avancée des communistes, 2,5 millions de nationalistes et de leurs partisans décident de prendre la fuite et de quitter leur patrie. Ils quittent la Chine pour se réfugier à Taïwan, qui devient le siège du parti nationaliste et le lieu où est transplantée la République de Chine. Dans cette République de Chine en pleine déliquescence, Taïwan représente la plus grande île. Elle est séparée du continent par un détroit d'environ 180 km de large qui constitue une véritable barrière naturelle. Chiang Kai-shek transforme rapidement l'île en forteresse et continue d'affirmer qu'il représente toute la Chine, y compris la jeune République populaire de Mao. Depuis, Taïwan est de facto un État indépendant. Taïwan est une sorte d'écharde permanente, une blessure éternelle dans le récit national du pouvoir communiste. Pour le gouvernement chinois,
Elle constitue en quelque sorte la pièce de mosaïque manquante qu'il faut récupérer et réintégrer à l'ensemble pour que la Chine soit de nouveau complètement unie. Depuis des décennies, ce conflit larvé ne cesse de s'amplifier. Il est d'une importance géopolitique considérable, non seulement en Asie de l'Est, mais aussi dans le reste du monde. Dès son arrivée au pouvoir, Xi Jinping a dit que la question de la réunification avec Taïwan ne serait plus reportée aux générations suivantes. D'après les services de renseignement américains, Xi Jinping aurait exprimé son objectif sans équivoque. La République populaire doit se préparer à un affrontement militaire avec Taïwan d'ici 2027. La Chine a formellement démenti, mais il est clair que son président tient absolument à régler ce conflit hérité de Mao. Dès la création de la République populaire, Mao planifie la conquête de Taïwan afin de vaincre définitivement son rival Chiang Kai-shek et d'unifier la Chine. Mais ses forces armées et le pays sont encore trop affaiblis par les années de guerre civile. Mao décide alors de se tourner vers Staline. Pour lui, Staline est comme le soleil dans le ciel. Il le considère comme son mentor et l'appelle maître. Le 6 décembre 1949, Mao prend le train pour Moscou. Il veut rencontrer Staline en personne pour lui demander une aide militaire et économique. La traversée de ces deux pays gigantesques dure pas moins de 10 jours. Le 16 décembre 1949, Mao arrive enfin dans la capitale soviétique. Mais sur le quai, il n'y a que des émissaires pour l'accueillir. Staline brille par son absence. Staline, au lieu de l'accueillir avec des honneurs, etc., le fait attendre des heures avant de le recevoir. La première rencontre entre les deux chefs d'État est aussi brève que glaciale. Puis Mao reste dans l'incertitude pendant plusieurs semaines avant que Staline consente à un deuxième rendez-vous. Staline aime bien aguicher les gens, et il ne s'en est pas privé avec Mao Tse-tung. Pour Mao, c'est une humiliation sans nom. Malgré les déclarations officielles d'amitié, les relations entre les deux leaders sont tendues. Depuis la guerre civile, Staline se méfie de Mao. Il ne voit en lui qu'une forte tête totalement imprévisible. Staline en a toujours voulu à Mao de ne pas s'être complètement soumis à ses directives, à son dogme, à ses vues. Mao était trop indépendant de pensée pour Staline. Staline commence à douter de Mao. Est-ce qu'il est vraiment marxiste? Des membres de l'entourage proche de Staline déclareront plus tard qu'il avait surnommé Mao le radis. Vous savez, cette plante dont la racine est rouge à l'extérieur, mais blanche à l'intérieur. Autrement dit, il a l'apparence d'un communiste, mais au fond il est blanc, c'est-à-dire contre-révolutionnaire. Bon voisin, vieil ennemi. Les relations entre la Chine et la Russie ont toujours été pleines de contradictions. Et les moments d'amitié, généralement de courte durée. Depuis des siècles, la dynamique entre les deux pays s'articule principalement autour de conflits territoriaux, de différends idéologiques et d'intérêts stratégiques. Aujourd'hui, la Chine est devenue une superpuissance et les rapports de force ont changé. Mais entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, la relation reste toujours aussi complexe. En février 1950, après des mois d'âpres négociations à Moscou, Mao parvient à obtenir deux choses. Un pacte d'assistance mutuelle contre les offensives japonaises et une aide économique de l'URSS. Mais une de ses principales demandes reste malheureusement lettre morte. Staline refuse d'accorder une aide militaire pour l'invasion de Taïwan. Le dictateur soviétique veut éviter un conflit en Asie, qui risquerait de devenir incontrôlable. Staline s'est ainsi vengé de l'indépendance de Mao et lui a fait comprendre qu'il devait lui être soumis.
Mais quelques mois plus tard, le conflit taïwanais se retrouve soudain relégué au second plan. L'Asie est secouée par une nouvelle crise qui va influencer de manière décisive la politique de Mao au cours des années suivantes. La guerre de Corée, c'est un tournant. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée est coupée en deux. La partie nord est sous influence soviétique et la partie sud sous influence américaine. Et les deux camps ne cessent de violer la frontière. Le 25 juin 1950, la situation s'embrase. Financée et armée par l'Union soviétique, la Corée du Nord lance une offensive de grande envergure contre le Sud. La Corée du Sud reçoit aussitôt des renforts de l'armée américaine dans le cadre d'un mandat de l'ONU. Quand les troupes de Corée du Nord, soutenues par les soviétiques, franchissent le 38e parallèle pour attaquer la Corée du Sud, l'URSS appelle Mao à l'aide. Mao n'a aucune envie de rentrer dans ce conflit. Il vient tout juste lui-même de sortir du conflit. Il est occupé à autre chose, à reconstruire son pays, à construire le régime de la République populaire de Chine. Il est occupé par Taïwan. Mais Staline insiste. Mis au pied du mur par l'Union soviétique, Mao voit aussi dans cette crise une occasion à saisir. En apportant son soutien à la Corée du Nord, il pourrait consolider son alliance avec Staline. Le déclenchement de la guerre de Corée marque un tournant dans l'histoire de la République populaire, un an seulement après sa création. Après des négociations difficiles avec Staline, Mao finit par envoyer une armée de volontaires constituée de 700 000 soldats et en profite au passage pour mener une vaste opération de nettoyage politique. Parmi les recrues de cette armée, on retrouve ainsi beaucoup d'hommes qualifiés d'ennemis de l'État. Par exemple, d'anciens membres du Kuomintang ou de supposés criminels et contre-révolutionnaires. Une partie de la population que Mao juge tout à fait superflue. Mais l'armée des volontaires ne se limite pas aux ennemis présumés. Elle compte aussi parmi elles Mao Anying, le fils aîné du dirigeant chinois. Dès ses 14 ans, le jeune homme a été envoyé à Moscou pour se former, d'abord dans une école internationale, puis dans une académie militaire. Mao Tse-tung n'était pas très famille. Il ne s'occupait pas trop de ses enfants. Ce n'était pas un père affectueux. Ce qui l'intéressait, c'était la politique. Pour Mao, tout passe après la révolution communiste, y compris sa famille. Face aux généraux chinois qui, pour des raisons de sécurité, ne souhaitent pas avoir Mao Anying dans leur rang, le chef d'État exige que son fils soit enrôlé. Il montre ainsi à son peuple que tout le monde doit faire des sacrifices. Cinq semaines plus tard, Mao Anying meurt lors d'une attaque aérienne des Américains sur le quartier général chinois. Mao reçoit la terrible nouvelle. Mao Tse-tung posa son journal et commença à lire le télégramme que je lui tendais. À cet instant, l'atmosphère sembla se figer. Mao Tse-tung mit 3 ou 4 bonnes minutes pour lire un si court télégramme, la tête de plus en plus basse. Lorsqu'il releva finalement la tête, je vis qu'il ne versait pas de larmes. Il était sans expression, mais les traits de son visage étaient horribles à voir. Il me fit un signe de la main. Toute guerre demande des sacrifices, ce n'est rien. C'est pour cette raison que beaucoup de Chinois aiment encore le président Mao. Ils disent que c'était un grand dirigeant, qu'il était intègre, qu'il n'a pas hésité à envoyer son fils à la guerre et qu'il n'en a pas fait tout un drame quand celui-ci est mort. En réalité, Mao se rend compte que le conflit lui offre une opportunité géopolitique unique.
la confrontation avec une superpuissance comme les États-Unis promet d'étendre considérablement le prestige international de la Chine. C'est donc avec cet objectif en tête qu'il décide d'envoyer un nombre croissant de soldats au front. À la fin, ils seront plus de 3 millions. Et ce conflit a des conséquences extrêmement importantes dans la constitution des deux blocs. Les négociations de paix échouent à plusieurs reprises. Résultat, la guerre durera 3 ans et il faudra attendre 1953 pour qu'un cessez-le-feu soit enfin conclu. On établit alors une ligne de démarcation pour séparer la Corée du Nord communiste de la Corée du Sud démocratique. Depuis, le tracé n'a pas changé. La Chine va finalement donc également être considérée comme un agresseur par l'ONU, qui va donc l'isoler, lui imposer des sanctions. Pourtant, en matière de politique extérieure, l'issue du conflit est un véritable triomphe pour Mao. À peine créée, la jeune République populaire, aidée de la Corée du Nord, a déjà contraint les États-Unis à un cessez-le-feu. Mais ce succès s'est payé au prix fort. D'après les estimations, la guerre aurait fait plus de 4,5 millions de morts, tous camps confondus. Mais la République populaire de Chine et la Corée du Nord n'ont jamais publié de statistiques officielles. C'est au cours de ce conflit que Taïwan devient la clé de voûte de la politique américaine en Asie. Truman envoie sa 7e flotte dans le détroit de Taïwan et inclut Taïwan dans sa zone pacifique que les Américains se font un devoir de protéger contre les forces communistes. Donc, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que la division entre Orient-Occident, entre le bloc Chine-URSS, Occident autour des Américains, est à ce moment-là scellée. Afin de lutter contre le communisme, les États-Unis fournissent désormais des armes et de l'argent à Taïwan et à son dirigeant Chiang Kai-shek. Cette aide permet également à la petite île dissidente d'atteindre un objectif très important: représenter à elle seule toute la Chine et le peuple chinois aux Nations Unies. De son côté, la jeune République populaire de Chine reste exclue de l'organisation internationale. Mais le but de Mao pour les décennies à venir est très clair. Il veut nouer le plus d'alliances possibles à travers le monde afin que la Chine puisse siéger au plus vite à l'ONU. Malheureusement pour lui, ce combat pour une reconnaissance internationale prendra encore des années. En revanche, sa stratégie consistant à profiter de la guerre de Corée pour restructurer sa politique intérieure fonctionne parfaitement. Ainsi, Mao redéfinit de façon radicale la notion de propriété. Dans tout le pays, les propriétaires fonciers et les paysans fortunés se font déposséder de leurs terres. L'idée de Mao, c'est de redistribuer les terres aux paysans pauvres et moyens pauvres afin justement de créer une prospérité commune. L'idée semble bonne, mais en réalité, cela a déchaîné beaucoup de violence. Mao utilise la loi sur la réforme agraire à des fins politiques. Mao, le Parti communiste, va imposer cette loi dans les campagnes au moyen de la mobilisation des masses, de la mobilisation des paysans qui vont être encouragés à dénoncer publiquement leurs oppresseurs. Les communistes dénoncent publiquement les propriétaires terriens. Pour les humilier au maximum, ils les mettent au pilori et les forcent à faire leur mea culpa. Avant, les propriétaires détenaient un pouvoir économique et politique absolu dans les villages. Ces condamnations et humiliations publiques servent donc à montrer aux spectateurs, c'est-à-dire à la plupart des habitants du village,
que les propriétaires n'ont plus aucune autorité ni aucun statut privilégié. Les villageois doivent comprendre que c'est eux à présent qui détiennent le pouvoir. Évidemment, ces séances d'humiliation publique sont organisées et scénarisées de façon à échauffer les esprits des spectateurs. Beaucoup de propriétaires meurent sous les coups de la foule. On ne sait pas exactement combien d'entre eux sont tués pendant cette campagne, mais c'est au moins 1 million. Mao profite également de la réforme agraire pour consolider son propre pouvoir. Il fait systématiquement exécuter les partisans du Kuomintang et ses autres opposants. Dès le début, le sang a coulé. C'est ça, l'histoire du Parti communiste chinois. Pourtant, au début des années 50, et malgré le terrorisme d'État, les conditions de vie de la population ne cessent de s'améliorer. Après des décennies de guerre et de chaos, le pays retrouve une certaine stabilité. L'économie commence à prendre son essor et de nombreux Chinois entrevoient alors de nouveaux horizons. La plupart considèrent Mao comme le garant de la croissance, du bonheur et d'une paix durable. Ils le surnomment avec respect le sauveur de la Chine ou le grand timonier. Mao se bâtit une véritable image de héros, de quelqu'un qui prend soin de son peuple. À cette époque, il y a tout un culte orchestré par l'État. On crée une imagerie qui montre un Mao particulièrement radieux et visionnaire. Mao Tse-tung est à la tête de la révolution. Désormais, le parti et le peuple se doivent d'adhérer à ses idées. Aucune opposition n'est tolérée. Ce mouvement se donne des allures de révolution radicale et donne l'impression de rompre totalement avec l'empire d'avant. Mais au fond, c'est comme si on remettait un empereur sur le trône. Et ce nouvel empereur s'appelle Mao Tse-tung. Mao et le Parti communiste poursuivent sans état d'âme la transformation de l'État. C'est à ce moment-là qu'on commence à se demander comment progresser vers le socialisme. Après avoir redistribué ses terres agricoles, la Chine décide de s'attaquer à la modernisation de son industrie. Mais pour cela, elle a besoin d'aide. Au cours des premières années d'existence de la République populaire de Chine, l'Union soviétique envoie à sa jeune voisine des milliers d'experts pour l'aider à reconstruire son économie, mais aussi à développer d'autres domaines, comme la politique ou la culture. Moscou ne fournit pas seulement de la main-d'œuvre à Pékin, mais lui accorde aussi un prêt de 300 millions de dollars. Une somme qui doit surtout servir au développement de l'industrie lourde. En outre, Mao emprunte à l'Union soviétique le principe du plan quinquennal. Les plans quinquennaux constituaient, et constituent toujours, la base de l'économie planifiée. En gros, l'État s'efforce d'abord d'évaluer les besoins et la demande, puis il crée l'offre correspondante par le biais d'une planification centralisée. Aujourd'hui, les plans quinquennaux existent toujours. Ils n'ont plus la même fonction qu'à l'époque de Mao, mais cette idée de gestion contrôlée de l'économie a perduré, même si le marché joue un rôle beaucoup plus important qu'avant. À l'heure actuelle, c'est le 14e plan quinquennal qui est en vigueur en Chine, pour une période allant de 2021 à 2025. Il vise principalement à affranchir l'économie chinoise des économies étrangères, tout en renforçant les ventes sur le marché intérieur.
Ce plan marque une nouvelle étape vers la création d'un pays fort et économiquement indépendant. Un objectif que la Chine poursuit depuis Mao. En 1953, le premier plan quinquennal pose les jalons. Mais la vision de Mao pour son pays va bien au-delà du développement économique. Il veut aussi modifier la société en profondeur. La première loi que le Parti communiste promulgue est la loi de 1950 sur le mariage qui accorde aux femmes l'égalité des droits. Le président Mao va faire beaucoup pour les femmes. Sous le slogan « Les femmes sont les égales des hommes », les communistes mettent en œuvre des réformes de grande ampleur et révolutionnent les relations hommes-femmes. Cet intérêt de Mao pour les droits des femmes remonte à ses années de jeunesse, comme en témoignent ses premiers écrits. Il s'inspire de sa propre expérience, et notamment de son mariage forcé à l'âge de 14 ans, pour instaurer une nouvelle législation. Qui interdit la polygamie, qui interdit le mariage des mineurs et élève l'âge du mariage à 20 ans pour les hommes, 18 ans pour les femmes, qui interdit l'infanticide et donne aux femmes le droit de divorcer, d'ester en justice et d'hériter. À l'époque, les femmes étaient considérées comme de simples biens, qu'on pouvait même vendre. Ma grand-mère a rencontré mon grand-père au travail et elle est devenue sa concubine. Puis, en 1949, le Parti communiste est arrivé au pouvoir et a obligé les hommes à ne garder qu'une femme. Et mon grand-père a choisi de rester avec ma grand-mère. Il a préféré sa concubine à son épouse. La loi sur le mariage accordait aux femmes l'égalité des droits en matière d'éducation et d'emploi. Et elle interdisait la coutume féodale des pieds bandés. Ma grand-mère, par exemple, avait les pieds bandés. La tradition des pieds bandés, également appelée pied de lotus, est un procédé cruel destiné à garder les pieds des jeunes filles aussi petits que possible. Il consiste à briser les orteils et à les compresser avec des bandages. Ces petits pieds incarnent un idéal de beauté et symbolisent un certain statut social. La pratique a beau être interdite en 1912, elle persiste dans certaines régions de Chine. Mao impose alors son interdiction la plus stricte dans tout le pays. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que Mao libère les femmes, non pas pour qu'elles puissent vivre leur vie de femme, mais parce que, comme l'indique la fameuse citation, parfois mal comprise, les femmes portent la moitié du ciel, parce qu'il avait besoin des femmes comme main-d'œuvre et comme révolutionnaires. Voici un poème qui parle des milices de femmes. Fusil de 5 pieds en main, vaillantes et héroïques, les lueurs de l'aube brillent sur l'air d'entraînement militaire. Les enfants de la Chine ont de grandioses ambitions. Ne se poudrent pas la face, mais font face à la poudre. C'est un poème du président Mao, dédié aux milices de femmes en Chine. Les femmes sont appelées à travailler comme les hommes, au même titre que les hommes dans les usines, dans les communes populaires. L'idée n'était absolument pas de libérer la femme. En tant que partie intégrante de la société socialiste, les femmes doivent se plier aux injonctions de l'État. Même de nos jours, l'État continue d'intervenir dans la vie des femmes. À l'heure où le taux de natalité de la Chine est en chute libre, le gouvernement communiste de Xi Jinping propage une image traditionnelle de la famille. Il souhaiterait que les femmes fassent davantage d'enfants et aussi que le nombre de divorces diminue. Largement dominé par les hommes, le gouvernement communiste veut éduquer et diriger le peuple à sa guise. Cette politique nécessite une surveillance systématique de la population, ce qui, sous Mao Tse-tung, devient une réalité.
Pour cela, il peut s'appuyer sur les communes populaires et les Danwei, qui jouent un rôle central. Les Danwei sont des unités de vie et de travail où s'exerce toute la vie sociale et professionnelle. Ces unités de travail visent à abolir les besoins individuels et à forger une identité commune. Au téléphone, on se présente toujours en donnant d'abord le nom de sa Danwei, puis seulement après son propre nom. L'État a ainsi la main mise sur tous les domaines de la vie. Le parti est vraiment responsable de tout, de la cérémonie de mariage jusqu'au choix du nouveau dessus de lit. Il s'occupe même des enfants et des personnes âgées. On pourrait dire que c'est une institution totale. C'est à ce moment-là que l'État commence à déployer son réseau, jusque dans les plus petits villages. Les militants et les membres du parti qui ont fait leurs preuves lors de la réforme agraire constituent à présent l'épine dorsale de ce système de surveillance dans les villages et les cités ouvrières. C'est une institution qui fournit un compte-rendu permanent sur le comportement de ses membres. Tout est consigné dans ce qu'on appelle des dangan, c'est-à-dire des dossiers sur chaque personne qui détaillent de façon exhaustive aussi bien le niveau de loyauté politique que le curriculum vitae. Ce contrôle généralisé installe peu à peu un climat d'incertitude. Les frontières entre le politiquement correct et le politiquement incorrect sont de plus en plus floues. Le président Mao a déclaré que 95% des gens étaient bons, ce qui voulait dire que 5% étaient mauvais. Donc chaque unité de travail devait trouver 5% de gens mauvais. Mon père a fait partie de ces 5%. Il est devenu un déviant de droite. Il a passé plusieurs années dans un laogai, un camp de rééducation par le travail. Dans les années 50, la direction du Parti communiste met en place le système des laogai, des camps de travail et des établissements pénitentiaires qui ressemblent au goulag soviétique. Il s'agit de provoquer chez les présumés déviants de droite une réforme de la pensée et une rééducation par le biais du travail forcé et de la torture physique ou psychologique. Au cours des décennies suivantes, le nombre de laogai ne cesse de croître. À la mort de Mao, ils sont intégrés au système pénitentiaire général. Aujourd'hui encore, ils représentent un outil très puissant que l'État n'hésite pas à utiliser pour enfermer et rééduquer les dissidents, souvent pendant des dizaines d'années. J'ai grandi sans voir mon père. Toutes les familles chinoises ont eu leur vie affectée par le président Mao. Quand le Parti communiste a fondé la Nouvelle Chine en 1949 et dans les années 50, des hommes sont venus recruter mon père dans son village. Ils lui ont dit « Tu as l'air fort, jeune homme. Tu veux travailler dans nos usines d'État en ville ? On te paiera un salaire. » Mon père s'est dit « J'aurai 3 repas par jour plus un salaire. » Alors il a accepté, bien sûr. Il a donc été embauché dans une usine d'État et a aussi adhéré au Parti communiste. C'est à cette époque qu'il a rencontré ma mère et qu'ils ont commencé à se fréquenter. Comme mon père était membre du parti, les communistes ont mené une enquête sur ma mère pour s'assurer qu'elle ferait une épouse convenable pour lui. Les représentants du parti sont tous venus au mariage pour donner leur aval. À l'époque, on ne disait pas mari et femme, c'était des mots censurés. Tout le monde s'appelait camarade. À l'époque, d'ailleurs, il était interdit de parler d'amour.
hein, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Il fallait faire la révolution, mais la révolution n'était pas un dîner de gala. Lily Tang et sa famille vivent dans un appartement exigu. Et la nourriture vient souvent à manquer. On était 5 et on avait toujours faim. Dans mon souvenir, personne n'avait de propriété privée. Tout était entre les mains de l'unité de travail. Quand je vivais en Chine, j'avais l'impression que je devais toujours cacher mes vrais sentiments humains. Je ne me souviens pas d'avoir pleuré une seule fois en public au cours de mes 20 années passées en Chine. C'était un régime et une société extrêmement tyrannique. Dès qu'on montrait ses émotions, on était pris pour cible. Nous étions trop pauvres pour acheter une radio. Mais il y avait un haut-parleur public juste à côté de notre appartement. Et tous les matins, on avait droit à des chants révolutionnaires, à l'opéra de Pékin et aux informations, toujours le volume à fond. Puis ça s'arrêtait d'un coup. Certains soirs, Lily Tang a le droit d'écouter la radio chez le voisin. Je restais debout à côté de l'appareil et j'écoutais avec beaucoup d'attention. Pendant la pause des informations, il diffusait 1 minute de musique classique. Vous me faites pleurer. Je ne sais pas pourquoi je trouvais ça beau. Mais c'était comme la pluie tombant sur un désert aride. À chaque fois que je parle de ça, les souvenirs remontent. Je me souviens de cette sensation. C'était quelque chose de beau, d'humain et de naturel. Ça me touchait. Quelques années seulement après la proclamation de la République populaire, Mao Tse-tung et le Parti communiste contrôlent déjà la vie de millions de Chinois. Mais contrôlent-ils vraiment le pays pour autant? Mao n'en est pas totalement sûr. Et en 1953, la mort d'un autre leader communiste va vite confirmer ses craintes, celle de Joseph Staline. 3 ans plus tard, Nikita Khrouchtchev règle ses comptes avec son prédécesseur. Déstalinisation, remise en cause du culte de la personnalité de Staline par Khrouchtchev, dénonciation des crimes du stalinisme, plus d'humanité dans le parti, plus de liberté d'expression. Les dirigeants du parti chinois sont très inquiets. Mais ils autorisent les intellectuels du pays à suivre les débats en Union soviétique. Ce qui ne sera pas sans conséquences. Ils se disent, mais pourquoi pas nous? Nous aussi, en fait. Nous, on croyait dans le potentiel libérateur du Parti communiste, mais en réalité, on se retrouve sous une chape de plomb. Mao décide qu'il faut donner la possibilité au peuple chinois, et notamment aux intellectuels, de s'exprimer. D'exprimer leurs critiques vis-à-vis du parti, pour éviter que ces critiques, si elles sont retenues trop longtemps, finissent par exploser dans un mouvement de révolte. Mao espère que son pouvoir est suffisamment solide pour que les erreurs commises puissent être évoquées, admises et corrigées. Que 100 fleurs s'épanouissent,
que 100 écoles rivalisent. L'idée est formidable. Il s'agit de laisser s'épanouir 100 fleurs, c'est-à-dire 100 écoles de pensée. Autrement dit, d'ouvrir le débat. Au début, les intellectuels sont sceptiques. Mais les encouragements répétés de Mao finissent par porter leurs fruits. De plus en plus de gens expriment ouvertement leurs opinions. Cette période, qui dure toute l'année 1956 jusqu'au printemps 1957, donne lieu à des débats très animés, où sont signalés de nombreux dysfonctionnements. Et les intellectuels ne sont pas les seuls à prendre la parole. Les ouvriers aussi. Ces critiques, elles ne s'adressent pas uniquement à la bureaucratie, à l'intérieur du parti, aux déviations du parti, au subjectivisme, etc. Elles s'attaquent, ces critiques, à l'essence même du système politique chinois. Et l'essence même de la dictature du Parti communiste. Même si ces critiques de fond restent relativement marginales, Mao trouve le mouvement de plus en plus menaçant. Il opère alors un virage à 180 degrés et déclare que la campagne avait en fait un autre objectif: démasquer les artistes et les intellectuels opposés au régime. Mao a été beaucoup trop confiant. Et quand il se rend compte que ce mouvement qu'il a lui-même encouragé est en train de lui échapper, il lance la répression antidroitière en 1957. Environ 500 000 individus se retrouvent ainsi catalogués déviants de droite. Ils sont alors envoyés en rééducation dans des villages reculés, ou même enfermés dans des camps. Que pense le peuple? À qui faire confiance et de qui faut-il se méfier? Des questions que se pose également le gouvernement communiste actuel. Le dilemme du dictateur pour quelqu'un comme Xi Jinping, c'est que s'il bloque tous les réseaux sociaux, il ne saura plus ce que pense son peuple. Le Parti communiste chinois cherche toujours à surveiller et à analyser l'opinion publique. Il utilise en permanence des systèmes d'intelligence artificielle très puissants pour essayer d'identifier les sources de mécontentement du peuple. La liste des préoccupations quotidiennes de la population est longue. Smog dans les villes, pollution de l'eau, difficultés d'approvisionnement en nourriture, pénurie de médecins, corruption des fonctionnaires. Alors le gouvernement communiste doit faire preuve de stratégie. Il repère les endroits où une crise très grave risque d'éclater et il essaye de l'empêcher en apportant une amélioration ou en s'attaquant au problème avant que la situation dégénère. Tout mouvement de protestation doit être tué dans l'œuf. Mais les mesures de répression ne sont plus le seul moyen d'y parvenir. L'histoire a montré que celles-ci coûtaient cher, nuisaient à la réputation internationale de la Chine et menaçaient le pouvoir en place. Xi Jinping et les dirigeants communistes en ont donc tiré la leçon. En 1957, Mao traverse une crise profonde. En Chine, son image a été durablement ternie par l'issue de la campagne des 100 fleurs. Ce fiasco a fait naître une certaine méfiance à son égard. Et il essaie d'y remédier en envisageant entre autres une restructuration socialiste de la société beaucoup plus stricte. Mao lance alors son projet le plus ambitieux à ce jour, le grand bond en avant. Car malgré les progrès réalisés dans le développement de son industrie et de ses infrastructures, la Chine reste un pays agricole à la traîne. Et il faut que cela change au plus vite. Il décide là encore de s'appuyer sur l'unique force des masses pour faire de la Chine un grand pays puissant, prospère, industrialisé, capable de rattraper la Grande-Bretagne.
Alors, le grand bond en avant, c'est en réalité un moment révolutionnaire crucial à travers lequel Mao va prendre son autonomie par rapport au modèle de développement de l'URSS, qui est donc le modèle de l'économie planifiée. Lors de ce grand bond en avant, Mao retire les commandes de l'économie aux bureaucrates et aux planificateurs pour les confier aux chefs de partis locaux. L'abandon du plan quinquennal est une stratégie délibérée. Depuis la mort de Staline en 1953, Mao est en concurrence avec Khrouchtchev pour prendre le leadership du monde communiste. En outre, le président chinois n'a pas digéré la critique de Staline par le nouveau chef du Kremlin. Pour lui, c'est une véritable trahison de l'idéal marxiste. Et en 1958, lors de la visite officielle de Khrouchtchev à Pékin, il ne manque pas de lui faire savoir. Quand Nikita Khrouchtchev arrive, Mao Tse-tung est en train de fumer. Et il lui souffle la fumée en plein visage, en sachant pertinemment que Khrouchtchev déteste ça. Puis, pour humilier son visiteur, il l'invite à la piscine. C'est un camouflet politique. Parce que Mao est parfaitement à son aise dans l'eau, alors que Khrouchtchev ne sait pas nager. Donc c'est vraiment un coup bas. L'ambition de Mao est sans limite. Il veut que le monde entier soit époustouflé par les progrès de la Chine. Et le grand bond en avant doit incarner cette vision. Dans tout le pays, on construit des barrages, des voies ferrées et des complexes industriels. Mais il manque à ce pays agricole la matière indispensable à toute nation industrialisée, l'acier. Mao échafaude alors un plan audacieux. Toute la Chine doit devenir une gigantesque aciérie. Dans les arrière-cours des villes comme sur les places des villages, les habitants érigent des hauts fourneaux de petite dimension. Partout, des feux flambent et des fumées s'élèvent dans le ciel. Il semblerait que Mao ait trouvé la clé de l'essor industriel. La production d'acier augmente de manière fulgurante, du moins sur le papier. Assez vite, on voit apparaître une sorte de compétition entre les différentes régions et les secrétaires du parti qui tiennent à montrer qu'ils suivent scrupuleusement la ligne maoïste. Le grand projet de Mao prévoit également d'accroître la productivité de l'agriculture. Au début du grand bond en avant, une campagne est organisée pour éradiquer 4 espèces jugées nuisibles, dont le moineau, afin d'améliorer les rendements agricoles. Tout le pays se mobilise. Il y a des gens qui tapent sur des poêles et des casseroles pour forcer les moineaux à voler et les empêcher de se poser. Les moineaux finissent par tomber du ciel, morts d'épuisement. On estime que cette opération a provoqué une hécatombe de plus de 2 milliards d'oiseaux. En y repensant, je trouve ça complètement absurde. Comment peut-on lancer une telle campagne d'extermination en prétextant que les moineaux détruisent l'écosystème? Mais une chose est sûre, la nature n'a pas dit son dernier mot. Suite à l'extermination massive des moineaux, d'autres nuisibles vont proliférer. L'ambition des objectifs en matière de production d'acier va avoir des conséquences dramatiques sur l'agriculture. Les cadres locaux arrachent de nombreux paysans à leurs champs. Et dans leur excès de zèle, ils vont même jusqu'à faire fondre des outils agricoles. L'acier a priorité sur tout, y compris sur l'alimentation quotidienne. Et aucun membre du parti ne juge bon d'intervenir. Ils sont intimidés et ne veulent surtout pas faire de vagues. Ils se sentent déjà très chanceux d'être passés entre les mailles de la campagne antidroitiste. La férocité de la répression a mis tout le monde sur la défensive. Et les membres du parti sentent qu'il vaut mieux ne pas être en désaccord avec cette nouvelle campagne.
À un moment donné, les cadres doivent faire un compte-rendu de leurs résultats. Et beaucoup d'entre eux sont obligés de mentir en affirmant qu'ils ont accompli leur mission. Mais la réalité du grand bond en avant est tout autre. Les chiffres de production sont purement illusoires. Les champs autrefois fertiles sont laissés en friche. L'acier, pourtant produit à grand-peine, n'est que de la ferraille sans valeur. Et ce ne sont là que les premières déconvenues du grand bond en avant imaginé par Mao. La Chine se trouve désormais au bord du gouffre. La question n'est plus de savoir si une catastrophe va se produire, mais quelle sera l'étendue des dégâts.